Cela s'est produit juste après le dessert, alors que les rires flottaient encore dans l'air et que les bougies s'éteignaient doucement. Papa, Robert Carter, s'est levé de sa chaise, a raclé sa gorge et a dit, d'une voix qui ne correspondait pas à la chaleur douce de la pièce. Après ce que tu as fait, Élise, tu ne peux plus rester ici. Personne ne m'a regardé. Les fourchettes ont heurté maladroitement les assiettes. Quelqu'un s'est agité sur sa chaise, peut-être tante Maggie Dwyer, peut-être Trevor. J'ai attendu que quelqu'un rie, qu'on dise que c'était une blague, un malentendu, un mot mal choisi. Mais la seule réponse était la valise près de la porte, et pire encore, l'espace vide sur le mur du salon, là où se trouvait autrefois la photo préférée de grand-père. Celle de lui et moi, debout sur le perron avec nos cannes à pêche, souriant comme si le monde n'avait pas de limite. Disparu. Juste comme ça. On pense qu'il vaut mieux que tu partes sans faire d'histoire, ajouta Maggie en repliant sa serviette avec des gestes secs et maîtrisés. Ce sera mieux pour tout le monde. Je suis restée là, les mains tremblantes, mais à peine, car la dignité était tout ce qui me restait. Et puis j'ai senti une petite main tirer doucement la mienne. C'était Sophie, ma nièce, ses grands yeux bruns écarquillés de confusion. Mais, tu ne voulais blesser personne, hein, murmura-t-elle, sa voix si faible que peut-être personne d'autre ne l'entendit. Je serrai sa main une fois, doucement, avant que quelqu'un, sans doute sa mère, ne la tire en arrière. Pas de cris. Pas de supplications. Pas de grands discours. Juste le bruit sourd de mon propre cœur dans mes oreilles, alors que je prenais la valise et sortais dans l'air froid de la nuit. Derrière moi, la porte se referma. Verrouillée. Définitive. Les étoiles, au-dessus, étaient des témoins silencieux. Je suis partie sans rien d'autre qu'une valise et une question que personne n'osait affronter. Le lendemain matin, mon téléphone vibra avec un seul message de Sophie. Reste loin. C'est plus gros que tu ne le crois. Aucune explication. Aucune excuse. Juste un avertissement qui s'installa dans ma poitrine comme une pierre. Ce jour-là, j'ai erré dans un monde qui ne semblait plus m'appartenir. Le café où j'allais avec maman, le barista ne me reconnut pas. Le supermarché où grand-père se moquait de mes choix de céréales, personne ne me sourit. Dans l'après-midi, je fis une dernière erreur. J'appelai tante Maggie. Je pensais que peut-être, il existait une version de cette histoire où elle décrocherait et m'expliquerait. Mais l'appel alla directement sur la messagerie. Bloqué. Plus tard dans la soirée, je me retrouvai assise dans ma voiture, devant chez maman, répétant ce que j'allais dire. Une simple question. Rien de plus. Pourquoi? Quand elle ouvrit la porte, j'aperçus l'intérieur. Le portrait de famille trônait toujours au-dessus de la cheminée, mais à présent, un vide là où se trouvait autrefois mon visage. Les photos avaient été déplacées. L'histoire réécrite avec la précision d'un scalpel. Nous sommes restés là, deux étrangères séparées par une porte ouverte. Tu as toujours été différente, dit enfin maman, sa voix douce, presque à réciter. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire qui ne gâche le silence. Cette nuit-là, en faisant défiler de vieux messages, je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Trevor avait envoyé un message, des semaines plus tôt, enfoui sous les discussions de groupe. Pas tout le monde est de leur côté. Aucune ponctuation. Aucune explication. Juste assez pour raviver une étincelle dans un monde devenu glacé. Quelqu'un connaissait la vérité. Peut-être avait-il peur. Peut-être attendait-il simplement que je découvre le reste de l'histoire. L'effacement n'était pas complet, pas encore. 3 semaines plus tard, une fissure apparut. Une enveloppe brune, glissée sans un mot dans la fente de ma minuscule boîte aux lettres. À l'intérieur, une clé USB. Aucun expéditeur. Aucune instruction. Contre ma meilleure intuition, je la branchai à mon ordinateur. Un seul fichier audio. 17 minutes. Des voix étouffées. De la friture entre les mots. Au début, rien, juste le cliquetis de vaisselle, le bourdonnement d'une conversation de fond. Puis une voix que je connaissais trop bien, Maggie Dwyer. On ne peut pas faire confiance à Élise pour quelque chose d'aussi précieux. Tu as vu ce qui s'est passé avant. Une autre voix, celle de papa. Plus rude. Moins sûre. Elle fait quand même partie de la famille. Maggie le coupa net. La famille ne trahit pas le sang. La maison de grand-père doit rester à nous, pas à quelqu'un qui la vendrait au plus offrant. Voilà. Le mensonge, semé soigneusement, arrosé de juste assez de doutes pour prendre racine. Sauf que, il n'y avait jamais eu de vente. Aucune trahison.
Juste un poison murmuré, qui s'était répandu pendant que moi, je faisais confiance. L'enregistrement s'interrompit avant que des noms ne soient cités. Pas d'ordre direct. Pas de conspiration claire. Juste assez pour prouver ce que j'avais toujours redouté. L'histoire avait été façonnée avec soin, lentement, jusqu'à se durcir en vérité. Mais ce n'était pas seulement la voix de Maggie qui avait attiré mon attention. En arrière-plan, faible, mais bien présente, j'ai entendu Trevor Dwyer rire doucement de quelque chose. Il n'était pas un simple témoin innocent. Il en faisait partie. Et si Trevor était impliqué, alors les enjeux n'étaient pas seulement sentimentaux, ils étaient financiers. Une maison liée à la succession de grand-père n'était pas qu'un simple héritage familial. C'était un bien immobilier de premier ordre, dans une ville où la valeur grimpait chaque année. Celui qui contrôlait le récit contrôlait l'héritage. Et l'avenir. Je me suis laissé retomber contre le dossier de ma chaise, la pièce tournoyant légèrement autour de moi. Ils ne m'avaient pas simplement chassé de leur cœur. Ils m'avaient évincé de l'héritage que grand-père voulait que je protège. Et le pire, c'est qu'ils avaient presque réussi. 2 jours plus tard, j'ai trouvé la pièce manquante du puzzle. Cachée dans les archives du comté, une copie officielle du testament de grand-père. Reliure soignée, notariée. Et glissée dans les petites lignes, presque invisible à un œil non averti, une clause. La résidence principale devra être transférée à la branche familiale jugée la plus apte à maintenir la tradition et la stabilité familiale. Aucun nom. Aucun héritage direct. Juste une phrase vague, taillée pour devenir une arme entre les mains de quelqu'un d'assez ambitieux pour la manipuler. Quelqu'un comme Maggie Dwyer. J'ai feuilleté les documents annexes, mes doigts fermes malgré la nausée qui montait. Maggie ne m'avait pas accusé de trahison pour protéger la mémoire de grand-père. Elle l'avait fait parce que la maison représentait sa dernière chance d'exister. Ce n'était pas une question d'argent. Pas vraiment. C'était une question de pouvoir se tenir sur ce perron, organiser les dîners de fête. Revendiquer l'héritage des Carter comme étant le sien. Et elle n'agissait pas seule. Plus loin dans le dossier se trouvait une déclaration notariée déposée par Trevor Dwyer, évoquant des inquiétudes quant à mon prétendu passé d'irresponsabilité. Et mon absence des affaires familiales. Une manœuvre calculée pour me dépeindre comme instable, peu fiable. Quelqu'un d'indigne de porter le nom Carter. Trevor avait aussi quelque chose à y gagner. Maggie obtiendrait la maison. Trevor, lui, sécuriserait les investissements laissés par grand-père. Des comptes liés aux propriétés, c'est-à-dire les comptes fonciers. Dont personne n'avait pris la peine de me parler. La trahison était plus vaste que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas d'une simple maison. Il s'agissait de contrôle, de statut, d'héritage. Le pire ? Il n'avait même pas eu besoin de preuves concrètes. Juste assez de doutes susurrés pour planter l'idée. Et suffisamment de silence du reste de la famille pour la laisser grandir. Quand je suis sortie du palais de justice, le vent tranchant de fin d'automne me giflant le visage, je n'avais plus qu'une seule certitude, brutale dans sa clarté. Ils avaient tout fait pour m'effacer. Me réécrire comme la méchante de leur histoire. Mais ils avaient oublié une règle simple. Je savais lire les petites lignes. Et je n'avais pas dit mon dernier mot. La première étape était simple, disparaître en pleine lumière. J'ai arrêté de me montrer là où ils pouvaient me voir. Plus de courses dans les commerces familiers. Plus de regards jetés à la maison de Willow Creek Lane. À la place, je me suis inscrite à des cours du soir. Droit immobilier. Procédure de succession. Stratégie d'acquisition foncière. Je m'asseyais discrètement au fond de salles remplies d'étudiants enthousiastes de 20 ans. Prenant des notes à la main comme si c'était ma seule bouée de sauvetage. Pendant ce temps, j'observais. Et j'attendais. En consultant les registres publics, j'ai confirmé ce que je soupçonnais. Les taxes sur la maison de grand-père n'avaient pas été payées depuis presque 3 ans. Maggie et Trevor s'étaient battus si fort pour revendiquer cette maison. Mais dans leur arrogance, ils avaient oublié la règle la plus élémentaire. La propriété, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de papier. Une saisie était inévitable. J'ai commencé à rassembler des fonds, discrètement. J'ai vendu de vieux bijoux. Multiplié les heures supplémentaires. Accepté des missions de conseil sous un autre nom. L'argent a commencé à s'accumuler. Lentement. Puis régulièrement. Mais une ombre planait. Il existait une option. Un professeur en a parlé en passant, un soir. Une faille juridique impliquant des privilèges immobiliers.
et des enchères anticipées lors de pré-saisies. Ce n'était pas illégal. Mais ce n'était pas non plus le genre de choses qu'on partage autour de la dinde à Thanksgiving. Si j'agissais la première, je pourrais sécuriser la propriété avant même qu'elle n'atteigne les enchères publiques. Je pourrais en devenir la propriétaire pleinement et légalement avant que Maggie ne réalise que cela lui échappait. Ce serait discret. Propre. Brutal. Mais cela signifierait entrer dans le même monde de subtilités juridiques et de manœuvres silencieuses qu'ils avaient utilisées contre moi. J'ai passé une semaine à me tourmenter sur cette décision. Chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais le rire de grand-père. La façon dont sa main ébouriffait mes cheveux quand je rentrais de l'université. Il ne se souciait pas des titres ou des subtilités. Il se souciait du cœur. Et je me souvenais du visage de maman ce soir-là à la porte. Si calme, si certaine, alors qu'elle m'effaçait avec quelques mots doux. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. Les documents furent déposés 2 jours plus tard. Au moment où ils réaliseraient ce qui s'était passé, il serait bien trop tard. 3 mois plus tard, les invitations furent envoyées. Célébration du patrimoine, indiquaient les cartes brillantes. Accompagnée d'une photo de la maison de grand-père baignée de lumière au coucher du soleil. C'était l'idée de Trevor. Un geste symbolique pour honorer les traditions familiales. En transférant officiellement la maison à son nom. Bien sûr, la famille n'avait pas payé les arriérés d'impôts. Bien sûr, le processus de saisie avait continué discrètement en coulisses. Bien sûr, il n'avait aucune idée que la maison avait déjà changé de main. Je suis passé en voiture le jour de la fête, ralentissant juste assez pour observer les invités se rassembler. Des ballons flottaient paresseusement contre les rampes du porche. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années déambulaient sur la pelouse, équilibrant des assiettes en carton remplies de gratins et de tartes achetées en magasin. De l'autre côté de la rue, j'aperçus Maggie, son sourire large mais fragile, passant de groupe en groupe comme une politicienne lors d'une collecte de fonds. Elle portait la vieille montre de grand-père à son poignet, celle qu'il avait dit qu'il me laisserait un jour. Elle avait l'air déplacée, brillante et rigide contre sa peau. Au bord de la cour, près des rosiers, Robert Carter et Trevor étaient engagés dans une conversation calme et animée. Même de loin, la tension était visible, les poings serrés, les gestes brusques. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question de contrôle. Je restais caché derrière le volant, lunettes de soleil sur le nez, la fenêtre entr'ouverte juste assez pour capter le son d'un rire lointain. À un moment donné, Madame Lillian Brox, la vieille voisine, passa devant ma voiture. Elle s'arrêta, plissant les yeux à travers le pare-brise. La reconnaissance traversa son visage, mais elle ne dit rien, se contentant d'incliner légèrement la tête, le plus léger des hochements, avant de continuer son chemin. Peut-être savait-elle. Peut-être comprenait-elle que parfois, il faut tout perdre de ce que l'on pensait important avant de pouvoir récupérer ce qui compte vraiment. Le soleil baissait. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes, se mêlant à l'odeur âcre du barbecue et de l'herbe coupée. La maison se dressait fièrement au centre de tout cela, habillée et polie comme si elle appartenait aux personnes qui avaient abandonné son véritable cœur depuis longtemps. Il pensait avoir gagné. Il pensait célébrer la permanence. Mais sous la peinture fraîche et les souvenirs empruntés, le sol bougeait déjà. Et au moment où le premier toast serait porté, il n'y aurait plus de terrain sur lequel se tenir. Je n'ai pas attendu la fin des discours. Je me suis garé à 2 pâtés de maison, parcourant le reste de la distance la tête haute, les papiers soigneusement rangés dans un simple dossier en cuir. La maison brillait sous les lumières du porche, le rire dévalant les marches comme une cascade, trop brillant, trop fort. Alors que je montais sur la pelouse, une femme à la porte, peut-être une cousine éloignée, peut-être une nouvelle petite amie, m'aperçut et fit signe. Les livraisons, c'est par l'arrière, lança-t-elle, sa voix joyeuse, inconsciente. Pendant un moment, l'univers retint son souffle. Je continuai à marcher, lentement et délibérément, mes talons écrasant le gravier alors que je m'approchais du porche. À l'intérieur, Maggie entrechoquait son verre contre celui de Trevor, portant un toast si fort que même les voisins l'entendirent probablement. À la famille, à l'héritage, à la prochaine génération des Carter. Elle ne me remarqua pas tout de suite. Trevor non plus, souriant comme un garçon qui venait de gagner un prix qu'il n'avait pas mérité. Ce n'est que lorsque Robert Carter se tourna vers la porte, ses vieux instincts plus aiguisés que sa fierté, que la fête se figea. Il se raidit, une main encore enroulée autour de son verre. Le sourire de Maggie vacilla. Élise, croassa-t-elle, le nom sortant comme s'il lui faisait mal à la gorge. Je pénétrais complètement à l'intérieur maintenant, l'air frais de la maison m'enveloppant comme un vieux manteau familier.
À côté de moi, James Whitmore, calme et posé comme toujours, ouvrit le dossier, en sortant un seul document lourd. Je ne parlais pas. Je ne souris pas. Je n'expliquais pas. Je laissais simplement l'acte de propriété flotter entre nous, indéniable et final. Trevor cligna des yeux une fois, puis deux, comme un homme réalisant trop tard que le pont sous lui était déjà en train de brûler. Le silence se répandit dans la pièce, fragile et absolu. Pendant un battement de cœur, tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et des suppositions trembla, puis commença à se fissurer. La pièce n'explosa pas. Elle s'effondra. Maggie fut la première à se ressaisir, se précipitant vers le dossier dans la main de James, sa voix aiguë, désespérée. Ce n'est pas valide. Il y a une clause, le testament de grand-père, il nomme notre branche de la famille. Elle fouilla dans son sac, sortant une copie froissée de l'Ancien Testament comme un magicien dévoilant un tour déjà gâché. James ne broncha pas. Il produisit calmement un autre document, tamponné, signé, enregistré au bureau du comté 2 mois auparavant. Cette clause ne s'applique que si les taxes et l'entretien sont maintenus, dit-il, sa voix basse, presque désolée. Ce n'était pas le cas. La propriété est entrée en saisie. Mademoiselle Carter l'a acquise légalement par des droits préemptifs. Quelques cousins poussèrent de légers soupirs. Quelqu'un laissa tomber une assiette. Trevor ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais rien ne sortit. De l'autre côté de la pièce, papa, Robert Carter, posa lentement son verre avec soin. Il ne protesta pas. Il ne posa pas de questions. Il me regarda simplement. Et dans ce regard, je vis tout ce qu'il n'avait jamais dit la nuit où ils avaient verrouillé la porte derrière moi, regret, honte, reconnaissance. Pendant un long moment, personne ne bougea. La maison, si soigneusement polie pour leur célébration, sembla rétrécir autour d'eux. La peinture écaillée au rebord de la fenêtre, les fissures fines au plafond, toutes soudainement impossibles à ignorer. Je la regardai longuement, observant la peur, la culpabilité, la gentillesse fragile qui tentait de survivre dans une maison qui lui avait appris le contraire. Je ne dis rien. Certaines choses n'ont pas besoin d'être pardonnées à voix haute. Je sortis de ma poche un petit objet, une clé en laiton terni, attachée à un bout de ficelle rouge effilochée. La clé de secours de grand-père. Celle qu'il avait glissée dans ma paume l'été où j'étais partie à l'université. Je traversai la pelouse, dépassant les marches du porche affaissé, et déposai la clé avec soin sous le paillasson. Pas parce que je comptais revenir. Pas parce qu'il le méritait. Mais parce que certains souvenirs méritent d'être laissés dans la terre où ils sont nés, et non déracinés pour être traînés dans de nouvelles batailles. Sophie regardait en silence, des larmes glissant sur ses joues. Je lui adressai un signe de tête discret, assuré, puis je tournai les talons sans me retourner. La nuit était tombée, enveloppant la maison dans l'ombre. Quand j'atteignis la rue, je m'autorisai un dernier regard par-dessus mon épaule. La maison se dressait là où elle avait toujours été. Mais elle semblait différente, désormais. Creuse. Inachevée. Comme une histoire privée de sa fin. Toutes les cicatrices ne s'effacent pas. Certaines deviennent simplement plus silencieuses avec le temps. Et certains adieux résonnent plus longtemps que ne le feront jamais les mots.